Mon père m'a appelé, l'erreur d'un autre homme, le jour de mes 18 ans mon vrai père attendait dehors. Je m'appelle Athéna Anderson et j'ai 18 ans. Le jour de mon anniversaire, l'homme qui m'a élevé m'a jeté un billet de 50 € au visage et m'a dit de partir, car il en avait fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. Il avait attendu 18 ans pour ce moment. 18 ans de silence glacial, de récital manqué et d'insultes murmurées quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. Il croyait qu'un billet de 50 € et une porte claquée mettraient fin à mon histoire. Il était loin de se douter que ce n'était que le début. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire vous plaît vraiment. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore avoir de vos nouvelles. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Pour comprendre ce qui s'est passé le jour de mes 18 ans, je dois vous ramener 10 ans en arrière, à la première fois où j'ai réalisé que je n'étais pas comme les autres enfants de ma famille. J'avais 8 ans. C'était le récital de printemps à l'école primaire de Highlands Ranch, et j'avais pratiqué la lettre à Ellis pendant 3 mois d'affilée. Mes doigts connaissaient chaque note par cœur. Ma mère, Linda, était assise au premier rang, son téléphone à la main, enregistrant chaque seconde. Elle portait sa robe bleue préférée, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. Le siège à côté d'elle était vide. Richard a eu une réunion de dernière minute. C'est ce que maman m'a dit quand j'ai demandé où il était. Mais même à 8 ans, j'avais remarqué qu'il n'avait jamais de réunion de dernière minute quand Tyler avait ses matchs de football. Tyler avait 4 ans à l'époque, et Richard assistait à chaque match, même à ceux où mon petit frère se contentait de cueillir des pissenlits sur le terrain au lieu de jouer. Après le récital, j'ai retrouvé maman dans le couloir. Ses yeux étaient rouges, mais elle a souri et m'a dit que j'avais été merveilleuse. Pourquoi papa ne vient jamais à mes spectacles, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste serré dans ses bras plus fort que d'habitude. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendue sur la pointe des pieds pour boire de l'eau et j'ai entendu des voix dans la cuisine. Richard et maman. Ils ne savaient pas que j'écoutais. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire semblant éternellement, disait Richard. Chaque fois que je la regarde, je vois l'erreur que tu as commise. C'est une enfant, Richard. Elle est innocente dans tout ça. Ce n'est pas ma fille. Elle ne l'a jamais été. Et le jour de ses 18 ans, elle est dehors. À l'époque, je ne comprenais pas ce que signifiait le mot « erreur ». Je ne savais pas pourquoi Richard me regardait différemment de Tyler. Mais j'ai compris une chose très clairement, quoi que j'ai fait de mal, cela faisait pleurer ma mère. Je suis retournée me coucher sans mon verre d'eau et j'ai commencé à compter. Non pas les jours avant de pouvoir partir, mais les jours avant de pouvoir comprendre pourquoi je n'étais jamais assez bien. La différence entre Tyler et moi n'était pas seulement émotionnelle. Elle était financière. Et à 16 ans, j'avais les preuves pour le démontrer. C'était en septembre de mon année de première. L'inscription au SAT était due et j'avais besoin de 185 €. 140 pour l'examen, 45 pour les livres de préparation. J'ai abordé Richard dans son bureau à domicile où il examinait des feuilles de calcul pour Mercer Holloway Property, la société immobilière commerciale où il était vice-président du développement commercial. J'ai besoin d'argent pour le SAT, ai-je dit, à l'endroit au but. J'avais appris des années auparavant que Richard préférait l'efficacité aux amabilités. Il n'a pas levé les yeux. Trouve-toi un travail. La date limite d'inscription est dans 2 semaines. Je n'ai pas le temps de. Tyler a besoin de nouveaux crampons de foot. Les bons coûtent 320 €. Je ne peux pas jeter l'argent par les fenêtres pour tout le monde. 320 € pour des crampons pour un garçon de 14 ans qui serait trop petit dans 6 mois. Mais 185 € pour mon examen d'entrée à l'université, c'était « jeter l'argent par les fenêtres ». J'ai trouvé un travail dans un café appelé Broad Awakening, à 3 rue de l'école. Salaire minimum, 15 heures par semaine. Il m'a fallu 3 mois pour économiser assez pour le SAT et les livres, tout en payant ma propre facture de téléphone, car Richard m'avait retiré du forfait familial quand j'ai eu 15 ans. Tyler, pendant ce temps, recevait un nouvel iPhone chaque mois de septembre, le dernier modèle. Sans aucune question.
Quand mes résultats du SAT sont arrivés, 1480 sur 1600, dans le 96e percentile, j'ai laissé le rapport sur le comptoir de la cuisine pour que tout le monde puisse le voir. Personne ne l'a mentionné. Ni Richard. Ni Karen, sa seconde femme. Pas même Tyler, qui ne comprenait probablement pas ce que les chiffres signifiaient. Maman aurait été fière. Elle était partie depuis 4 ans, emportée par un cancer du sein quand j'avais 12 ans. Mais j'aime à penser qu'elle regardait d'une manière ou d'une autre. Je n'ai plus demandé d'argent à Richard après ça. Si je devais construire mon avenir seul, je le ferais. Mais j'ai aussi gardé une trace de chaque disparité, chaque offense, chaque euro qui allait à Tyler au lieu de moi. Je ne le savais pas encore, mais ce registre deviendrait important plus tard. Ma mère est morte un mardi de novembre. Elle avait 41 ans. J'en avais 12. Le cancer avait été agressif, 14 mois entre le diagnostic et la fin. J'ai passé la majeure partie de cette année assise à côté de son lit d'hôpital, lui lisant à voix haute ses livres préférés pendant que les machines émettaient leur rythme régulier. 3 jours avant sa mort, maman a demandé aux infirmières de nous laisser seuls. Elle était faible, sa voix à peine un murmure, mais sa prise sur ma main était étonnamment forte. « Il y a une lettre », a-t-elle dit. Dans ma boîte à bijoux, celle avec les roses sur le couvercle. Je connaissais la boîte. Elle était sur sa commode, remplie de bijoux qu'elle ne portait plus. Un collier de perles de sa mère, un bracelet en argent de sa remise de diplôme universitaire. Ne l'ouvre pas avant tes 16 ans, a-t-elle continué. Promets-le-moi, Athéna. 16 ans. Pourquoi 16 ans? Parce que tu seras assez grande pour comprendre et assez forte pour le supporter. J'ai promis. Je ne savais pas à quoi je m'engageais, mais j'aurais accepté tout ce qu'elle demandait. Elle est morte 3 jours plus tard, alors que je lui tenais la main et que Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, consultant sa montre. 11 mois après les funérailles, Richard a épousé Karen. C'était une agente immobilière qu'il avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise, blonde, soignée, désireuse de jouer le rôle de Madame Mercé. Le premier acte de Karen en tant que belle-mère fut de réorganiser la maison. Les vêtements de maman sont allés aux œuvres de charité. Ses livres ont été mis au garde-meuble. Sa boîte à bijoux a failli finir au grenier. Mais je l'ai attrapée avant. C'est à moi, ai-je dit en la serrant contre ma poitrine. Karen a regardé Richard. Il a haussé les épaules. Laisse-la la garder. Ce ne sont que des babioles. J'ai caché la boîte au fond de mon placard, derrière des manteaux d'hiver devenus trop petits. Et j'ai attendu. 4 ans. C'est le temps qu'il m'a fallu pour tenir ma promesse. J'étais loin de me douter que cette seule lettre changerait tout. Le jour de mes 16 ans, j'ai ouvert la boîte à bijoux. C'était un samedi matin. Karen avait emmené Tyler à un tournoi de football à Colorado Springs. Richard était au terrain de golf, le Cherry Hills Country Club, où il passait la plupart de ses week-ends à prétendre être plus important qu'il ne l'était. Je me suis assise sur mon lit avec la boîte couverte de roses sur mes genoux. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle et en trouvant l'enveloppe nichée sous un collier de perles. Mon nom était écrit sur le devant, de l'écriture de maman. Athéna. La lettre faisait 3 pages, écrite sur son papier à lettres personnelles, datée du 15 août 2019, 2 mois avant son diagnostic. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne fassent leur chemin. Ma chère Athéna, si tu lis ceci, c'est que je suis partie et que tu es assez grande pour connaître la vérité. Richard n'est pas ton père biologique. Avant de l'épouser, j'ai eu une brève relation avec un homme nommé Marcus Holloway. Elle a pris fin quand il s'est fiancé à quelqu'un d'autre. Je ne savais pas que j'étais enceinte qu'après son départ. Richard me courtisait à l'époque, et j'ai pris une décision que j'ai regrettée depuis. Je l'ai épousé et je lui ai laissé croire que tu étais sa fille. Il l'a découvert quand tu avais 3 ans. Il a trouvé un test ADN que j'avais caché. Il connaît la vérité depuis 15 ans, Athéna. Il a choisi de garder le silence car il ne voulait pas l'embarras d'admettre que sa femme avait été avec un autre homme. Je suis désolée de ne te l'avoir jamais dit. J'avais peur de te perdre. Mais tu mérites de savoir qui tu es. Marcus n'a jamais su pour toi. Ce n'était pas juste pour lui non plus.
Cette lettre a été authentifiée par un notaire et déposée auprès de mon avocate, Eleanor Vance, du cabinet Vance & Associates. Elle a des instructions pour t'aider si jamais tu en as besoin. Tu n'es pas une erreur, Athéna. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite, et ton vrai père mérite de savoir que tu existes. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. Je suis restée assise là pendant 1 heure, lisant et relisant la lettre. Tout prenait enfin un sens, et plus rien ne serait jamais pareil. Ce soir-là, j'ai tapé « Marcus Holloway Denver » dans Google. Les résultats étaient impressionnants. Marcus Holloway, PDG et cofondateur de Holloway Capital Partners, un fonds de capital investissement spécialisé dans l'immobilier commercial et les énergies renouvelables. Actifs sous gestion, 2,1 milliards d'euros. Je fixais le chiffre. Milliards, avec un monsieur il y avait des photos. Un homme grand avec des cheveux poivre et sel et des yeux bleus vifs, de la même nuance que les miens. Il portait des costumes sur mesure sur la plupart des photos, debout à des podiums ou serrant la main de gouverneurs et de maires. Mais le détail qui a fait s'arrêter mon cœur était enfoui dans un article du Denver Business Journal de mars 2022, Holloway Capital continue de dominer le marché de l'immobilier commercial du Colorado, surenchérissant sur des concurrents plus petits dans au moins 7 transactions majeures au cours de la dernière décennie. L'article nommait l'un de ses plus petits concurrents, Mercer Holloway Property. J'ai failli rire. L'entreprise pour laquelle Richard travaillait portait le nom de Holloway parce que Marcus en avait été cofondateur 20 ans plus tôt. Ils s'étaient séparés à cause d'un différend commercial et Marcus avait ensuite bâti un empire, tandis que Richard était resté vice-président de la firme qu'ils avaient fondée ensemble. Richard détestait Marcus Holloway. Je l'avais entendu se plaindre de « ce salaud d'arrogant » lors de dîner, blâmant Marcus pour chaque affaire qui échouait, chaque contrat perdu au profit d'une offre plus élevée. Et maintenant, je savais pourquoi Richard me regardait avec un tel mépris. Chaque fois qu'il voyait mon visage, il voyait l'homme qu'il avait battu en tout. En affaires, en succès, apparemment, dans le cœur de ma mère. La question était maintenant simple, Marcus Holloway voulait-il savoir que j'existais? J'ai attendu 6 mois avant de le contacter. Je devais être stratégique. En septembre de mon année de terminale, j'ai écrit une lettre à Marcus Holloway. Pas un email, une lettre physique envoyée au siège de Holloway Capital Partners, au centre-ville de Denver. J'ai inclus une copie de la lettre de maman et une simple demande, un test ADN indépendant pour confirmer la vérité. 2 semaines ont passé, puis 3. Je vérifiais la boîte aux lettres tous les jours, l'estomac noué par un mélange d'espoir et d'angoisse. Le 18e jour, une réponse est arrivée, non pas de Marcus directement, mais de son avocat. La lettre était brève et professionnelle. Monsieur Holloway était disposé à se soumettre à un test ADN au laboratoire GenTrust, un établissement certifié. Un rendez-vous avait été fixé pour le 15 octobre. Le test a duré 5 minutes, un prélèvement buccal, quelques papiers, la promesse que les résultats arriveraient dans les 2 semaines. Le 8 novembre, j'ai reçu le rapport. Numéro de dossier jeté 2023-08 AM. Probabilité de paternité, 99,97%. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu avec un indicatif de Denver. Athéna. La voix était profonde, mesurée. C'est Marcus Holloway. Je viens de recevoir les résultats. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge s'était complètement nouée. Je ne savais pas pour toi, a-t-il continué. Ta mère ne m'a jamais rien dit. Mais maintenant que je sais, je ne vais nulle part. Je te le promets. Je l'ai cru. Le 15 mars est arrivé, froid et gris, le ciel lourd de nuages qui ne savaient pas s'il fallait pleuvoir ou neiger. Je me suis réveillée à 6h47, 13 minutes avant mon réveil. Un instant, je suis restée immobile, fixant le plafond de la chambre où j'avais dormi pendant 18 ans. Les murs étaient nus maintenant. J'avais enlevé les posters et les photos des semaines auparavant, les emballant dans des cartons qui attendaient dans un coin, prêts à partir. Aujourd'hui, c'était le jour J. Je le sentais dans mes os. J'ai pris une douche, enfilé un jean et un pull marine, et je suis descendue. La cuisine sentait le café et le pain grillé.
Karen était au comptoir, faisant défiler son téléphone. Tyler était assis à table, engloutissant ses céréales tout en regardant quelque chose sur son iPad. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entrée. Pas de « joyeux anniversaire », pas de carte, pas de gâteau. Je ne m'attendais à rien de tout ça, mais l'absence piquait quand même. Richard était assis en bout de table, lisant le Denver Post. Il ne m'a pas non plus accordé d'attention, mais j'ai remarqué que sa mâchoire était crispée, ses épaules rigides. Il attendait ce jour depuis des années. Je me suis versé un verre de jus d'orange et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Elle était là. Une Mercedes classe S noire garée au coin de notre rue, juste visible à travers les branches nues du chêne de notre jardin. Marcus était déjà là, il attendait. L'enveloppe dans la poche de ma veste semblait plus lourde que du papier. À l'intérieur se trouvaient les résultats ADN, une copie de la lettre de maman et une photo de Marcus et moi prise 2 mois plus tôt dans un café du centre-ville. La première fois que nous nous étions rencontrés en personne. J'ai pris une lente inspiration. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. Richard a plié son journal et m'a regardé pour la première fois de la matinée. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Richard a sorti de son portefeuille un billet de 50 €. Il ne me l'a pas tendu. Il l'a jeté. Le billet a atterri sur la table devant moi, à côté de mon jus d'orange intact. Tu as 18 ans maintenant, a-t-il dit. J'en ai fini. Je fixais le billet de 50. Le visage de l'architecte anonyme me regardait, indifférent. Excuse-moi? Tu m'as entendu. La voix de Richard était plate, répétée. Il avait pratiqué ce discours. J'ai rempli mon obligation légale. Tu es une adulte. Dehors. Karen a posé son téléphone. Richard, peut-être devrions-nous. Reste en dehors de ça. Il ne l'a même pas regardé. Ses yeux étaient rivés sur les miens, remplis de 18 ans de ressentiment. Je sais depuis que tu as 3 ans. Tu n'es pas ma fille. Tu ne l'as jamais été. Je ne t'ai gardé que parce que ta mère m'en a supplié, et parce que je ne voulais pas que les gens posent des questions. Tyler a finalement levé les yeux de son iPad. La bouche bée, ses céréales oubliées. Mais Linda est partie maintenant, a continué Richard. Et je ne vais plus payer pour l'erreur d'un autre homme. L'erreur d'un autre homme. Les mêmes mots que j'avais entendus quand j'avais 8 ans. J'ai ramassé le billet de 50 €, lentement, délibérément. Je ne voulais pas que Richard voie mes mains trembler. Tu crois que c'est une insulte? C'est plus que ce que tu mérites, a-t-il dit. J'ai failli sourire. Presque. Je sais, ai-je dit. Je le sais depuis 2 ans. L'expression de Richard vacilla. Confusion, puis suspicion. J'ai sorti l'enveloppe de la poche de ma veste. Je l'ai posée sur la table, juste devant lui. Ouvre-la. Il a hésité, puis a déchiré l'enveloppe. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait les résultats ADN, qu'il reconnaissait l'écriture de maman sur la lettre, et que la couleur quittait ses joues. Et mon vrai père, ai-je dit, attend dehors. La tête de Richard s'est tournée brusquement vers la fenêtre. La Mercedes noire, la portière du conducteur qui s'ouvre. Un homme grand aux cheveux poivre et sel qui descend sur le trottoir. Marcus Holloway. Le visage de Richard est devenu gris. Non, a-t-il murmuré. Non, non, non. J'ai regardé Richard regarder Marcus. L'homme qui m'avait tourmenté pendant 18 ans, qui m'avait fait me sentir sans valeur, indésirable, invisible, était figé sur place. Sa main serrait le rapport ADN si fort que le papier se froissait sur les bords. Marcus a remonté notre allée avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Il portait un pardessus anthracite et des gants en cuir. Ses cheveux poivre et sel étaient parfaitement coiffés malgré le vent de mars. C'est impossible, a soufflé Richard. Toi et lui. Linda et... Il n'a pas pu finir sa phrase. Avant toi, ai-je dit. Avant même qu'elle ne sache que tu existais. Karen était devenue pâle. Elle regardait entre Richard et la fenêtre, essayant de comprendre ce qui se passait. Tyler avait complètement abandonné son iPad, son apathie d'adolescent remplacé par un choc aux yeux écarquillés.
Tu as planifié ça? La voix de Richard s'est brisée. Je planifie ça depuis 2 ans, ai-je confirmé. Depuis que j'ai trouvé la lettre de maman. Depuis que j'ai appris que tu connaissais la vérité et que tu m'as puni pour ça quand même. La sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Elle a sonné de nouveau. J'y vais, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, le cœur battant, mais pas ferme. Je sentais les yeux de Richard me brûler le dos. J'entendais Karen murmurer quelque chose de frénétique, essayant probablement de comprendre comment cela affecterait son statut social. J'ai ouvert la porte. Marcus Holloway se tenait sur le porche, ses yeux bleus mes yeux rencontrant les miens. Prête, a-t-il demandé. Prête. Je me suis retournée pour regarder Richard une dernière fois. Il était toujours debout à la table de la cuisine, le billet de 50 € oublié par terre. Au revoir, Richard. Marcus n'a pas attendu d'invitation. Il est entré dans le hall, sa présence remplissant l'espace d'une manière que Richard n'avait jamais pu faire. Richard. La voix de Marcus était calme, presque agréable. Ça fait un bail. Richard a retrouvé son aplomb. Sors de ma maison. Je suis venu chercher ma fille. Celle que tu viens de jeter dehors avec un billet de 50 €. Marcus a jeté un coup d'œil à l'argent froissé par terre. Généreux de ta part. Elle n'est pas ta. Richard s'est arrêté. Les résultats ADN étaient toujours dans sa main. La preuve indéniable. 99,97%, a dit Marcus. Les laboratoires GenTrust ne font pas d'erreur. Apparemment, Linda non plus quand elle a choisi de ne pas me le dire. Karen a finalement parlé. Richard, qui est cet homme? Marcus Holloway. Richard a craché le nom comme du poison. Mon ancien associé. Celui qui sabote mes affaires depuis des années. Saboter? Marcus a haussé un sourcil. Je crois que le mot que tu cherches est surperformer. Il y a une différence. Je me tenais près de la porte, observant la confrontation se dérouler. Une partie de moi voulait intervenir, mais une plus grande partie comprenait que ce moment ne me concernait pas. Il s'agissait pour Richard de faire face aux conséquences de sa cruauté. Tu crois que tu as gagné quelque chose? Richard s'est approché de Marcus, les poings serrés. La prendre ne change rien. Elle est toujours l'erreur de Linda. Elle est toujours. Attention. La voix de Marcus a baissé, perdant son vernis agréable. C'est de ma fille que tu parles. Et j'ai passé les 6 derniers mois à apprendre exactement comment tu l'as traitée. Les mots sont restés en suspens. Je sais pour l'argent du SAT que tu as refusé, a continué Marcus. Le forfait téléphonique que tu as coupé, le fonds en fiducie que tu as vidé. Tout. Le visage de Richard est passé du gris au blanc. Comment? Peu importe comment. Ce qui importe, c'est que tout ce que tu as fait à Athéna aura des conséquences, à partir d'aujourd'hui. Marcus a sorti un dossier de son manteau. Il l'a posé sur le comptoir de la cuisine, juste devant Karen, qui a reculé comme s'il pouvait la mordre. Linda a laissé à Athéna un fonds en fiducie, a dit Marcus. 165 000 €, à gérer par son tuteur légal jusqu'à ses 18 ans. Il a ouvert le dossier. Ce tuteur, c'était toi, Richard. La mâchoire de Richard s'est crispée. J'avais tout à fait le droit d'accéder à ces fonds. Élever un enfant coûte cher. Vraiment? Marcus a sorti une feuille de calcul. Des relevés bancaires surlignés et annotés. Selon ces registres, tu as retiré 43 000 € au cours des 5 dernières années pour les frais d'éducation. Il m'a regardé. Athéna, est-ce que Richard a payé pour ton inscription au SAT? Non. Ta facture de téléphone? Non. Fournitures scolaires, vêtements, activités extrascolaires? J'ai tout payé moi-même avec l'argent que j'ai gagné en travaillant dans un café. Marcus s'est retourné vers Richard. Alors, où sont passés les 43 000 €? Silence. Les yeux de Karen se sont posés sur la feuille de calcul. J'ai vu son expression changer. Pas de la culpabilité, exactement, mais de la reconnaissance. Elle savait où cet argent était allé.
Les camps de football de Tyler, son entraînement privé, son défilé incessant de nouveaux gadgets électroniques. C'est du détournement de fonds, a dit Marcus calmement. Selon la loi du Colorado, un fiduciaire qui détourne des fonds peut être tenu personnellement responsable, plus les intérêts, plus les frais de justice. Tu ne peux pas prouver. Je l'ai déjà fait. Marcus a tapoté le dossier. Mon avocate, Eleanor Vance, examine ces registres depuis des mois. La même Eleanor Vance que ta femme, Linda, a engagé pour protéger les intérêts d'Athéna avant de mourir. Richard avait l'air sur le point d'être malade. Nous en discuterons plus en détail, a dit Marcus. Après le gala. Une dernière chose. Marcus a sorti un deuxième document du dossier, un email imprimé avec en-tête et horodatage. Le visage de Richard est passé du blanc au vert. 12 septembre 2018, a lu Marcus à haute voix. 2. Richard Mercé, mercéholloway.com. A. Son avocat personnel. Sujet, problème de succession, confidentiel. Il a brandi le papier pour que tout le monde puisse voir. J'ai besoin de connaître mes options pour minimiser les obligations successorales envers un enfant qui n'est pas biologiquement le mien. Plus précisément, puis-je l'exclure de mon testament sans en divulguer la raison? Et qu'advient-il du fonds en fiducie de sa mère si l'enfant est retiré du foyer avant l'âge de 18 ans? Karen a eu un hoquet. Même Tyler semblait perturbé. Où as-tu eu ça? La voix de Richard était à peine un murmure. Le service informatique de ton entreprise n'est pas aussi loyal que tu le penses, a dit Marcus, surtout quand on leur offre de meilleures opportunités ailleurs. Je n'étais pas au courant de cet email. Marcus avait mentionné qu'il rassemblait des preuves, mais je ne réalisais pas à quel point il avait creusé. Tu prévoyais de me déshériter depuis que j'ai 12 ans, ai-je dit. Les mots sont sortis stables, factuels. Avant même que maman ne meure. Richard ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Le gala a lieu dans une semaine, a dit Marcus en remettant les documents dans le dossier. Je te suggère de passer ce temps à consulter ton avocat. Parce qu'après samedi soir, tout le milieu des affaires de Denver saura exactement quel genre d'homme tu es. Il m'a tendu la main. Athéna, allons-y, j'ai jeté un dernier regard à la cuisine, à l'expression figée de Karen, à la confusion de Tyler, au sang-froid de Richard qui s'effritait. Puis je suis sorti par la porte avec mon père. Mon vrai père. L'histoire ne fait que commencer, tout le monde. Richard m'a jeté dehors en pensant qu'il avait gagné, mais il n'avait aucune idée de qui était mon vrai père. Et le meilleur reste à venir. Dans une semaine, toutes les personnes que Richard a passé sa vie à essayer d'impressionner apprendront la vérité à son sujet. Si vous voulez voir ce qui se passe à ce gala, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous dès maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. J'aurais dû savoir que Richard ne se laisserait pas faire sans rien dire. La semaine après mon anniversaire, j'ai emménagé dans un appartement d'invité dans l'immeuble de Marcus, au centre-ville. Un gratte-ciel élégant avec des baies vitrées donnant sur la ville. C'était temporaire, juste jusqu'à ce que je commence l'université à l'automne, mais j'avais l'impression d'être sur une autre planète par rapport à la maison de Highlands Ranch. Pendant les premiers jours, je me suis permis de respirer. J'ai déballé mes cartons. J'ai exploré le quartier. J'ai dîné 2 fois avec Marcus. Des conversations maladroites mais sincères où nous avons essayé de combler 18 ans de silence. Puis les attaques ont commencé. Le mardi 18 mars, j'ai reçu un appel du directeur de mon lycée. Richard l'avait contacté, affirmant que j'étais émotionnellement instable et que j'inventais des histoires sur ma famille. Il a suggéré que j'aurais peut-être besoin d'une évaluation psychologique avant la remise des diplômes. Heureusement, le directeur me connaissait assez bien pour être sceptique, mais l'appel m'a secoué. Le jeudi, un email est arrivé du bureau des admissions de l'Université du Colorado à Boulder. Objet, clarification nécessaire. Chère mademoiselle Anderson, nous avons reçu des informations suggérant des incohérences dans votre demande d'aide financière. Plus précisément, des préoccupations ont été soulevées concernant votre situation familiale et votre statut de tutelle. Veuillez contacter notre bureau pour fixer un rendez-vous avant que votre inscription ne puisse être finalisée. Date limite, 1er avril. J'ai fixé l'email pendant 10 minutes avant d'appeler Marcus.
Il essaie de détruire mon avenir, ai-je dit. Il ne peut plus me faire de mal directement, alors il s'en prend à tout ce que j'ai construit. Marcus est resté silencieux un moment. Eleanor Vance s'occupera de l'université et du directeur. Richard est en train de creuser sa propre tombe. Il ne le sait pas encore, c'est tout. Que veux-tu dire? Le gala est samedi. Il sera là pour recevoir son prix, et nous aussi. Je ne comprenais pas encore. Mais j'allais comprendre. Richard n'allait pas seulement perdre. Il allait perdre devant toutes les personnes qui comptaient pour lui. Le 15e gala de charité annuel de la Chambre de commerce de Denver était l'événement social de la saison. J'ai appris cela de Marcus, qui me l'a expliqué lors d'un dîner le vendredi soir, la veille de l'événement. 400 invités, a-t-il dit en coupant son steak. Des chefs d'entreprise, des investisseurs, des responsables municipaux. Tous ceux qui comptent dans le monde de l'immobilier commercial de Denver seront là. Et Richard. Il est honoré en tant que promoteur de l'année. Le sourire de Marcus était fin. Un prix pour lequel il fait campagne depuis 2019. C'est la validation qu'il a toujours voulu, la preuve qu'il appartient à l'élite de la ville. J'ai remué ma salade dans mon assiette. Alors, nous allons lui enlever ça? Non. Marcus a posé son couteau et sa fourchette. Nous allons le laisser se l'enlever lui-même. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous présenter. Le gala se tenait à l'hôtel Four Seasons du centre-ville, dans la grande salle de bal au 2e étage. Tenue de soirée exigée, champagne, une vente aux enchères silencieuse au profit des programmes d'alphabétisation des enfants. Et Marcus Holloway était le sponsor principal, ayant fait un don de 460 000 € à la cause. En tant que sponsor principal, je fais le discours d'ouverture, a expliqué Marcus. J'ai environ 10 minutes sur scène avant qu'il ne commence à remettre les prix. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. La vérité. C'est tout. Juste la vérité. J'ai pensé à Richard, probablement à la maison en ce moment, répétant son discours de remerciement, pratiquant son sourire humble dans le miroir, imaginant les applaudissements, les poignées de main, les photos qui paraîtraient dans le Denver Business Journal. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Que devrais-je porter? Ai-je demandé. Marcus a souri. Un vrai sourire cette fois, chaleureux et paternel. J'ai fait livrer quelque chose à ton appartement cet après-midi. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire. Samedi 22 mars, 19h30. La robe bleu marine était parfaite. Longue jusqu'au sol, en soie, avec un décolleté modeste, élégante sans être tapa-accent grave l'œil. Marcus avait bien choisi. Nous sommes arrivés au Four Seasons ensemble, sa main stable sur mon coude alors que nous traversions le hall doré. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur les sols en marbre. Des couples bien habillés se mêlaient près du bar, leur rire résonnant sur les hauts plafonds. Je n'avais jamais assisté à quelque chose de pareil. Mon monde avait été les cafés et les couloirs de lycée, pas les salles de bal et les flûtes de champagne. Mais j'ai gardé la tête haute et les épaules en arrière, canalisant chaque once de sang-froid que j'avais développé en 18 ans de survie dans la maison de Richard. Nous sommes entrés dans la salle de bal à 19h42. Je connais l'heure exacte car j'ai vérifié mon téléphone pour me souvenir de chaque détail. La salle était magnifique. Des tables rondes drapées de lin blanc, des centres de table de rose blanche et d'eucalyptus, une scène au fond avec un podium et un écran massif affichant le logo de la chambre de commerce. Et là, près du bar, se tenait Richard. Il portait un smoking qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. Karen était à ses côtés dans une robe rouge, riant de quelque chose qu'un des investisseurs disait. Richard tenait une flûte de champagne, gesticulant largement en racontant une histoire sur une affaire récente. Puis il m'a vu. La flûte de champagne s'est figée à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux sont passés de mon visage à Marcus, puis de nouveau à moi. J'ai vu la couleur quitter ses joues en temps réel. Il s'est excusé auprès de son groupe et s'est dirigé vers nous, l'air meurtrier. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» J'ai été invité, ai-je dit calmement. Mon père est le sponsor principal. Plusieurs têtes se sont tournées au mot « père ».
Des téléphones sont apparus dans les mains. Quelqu'un a chuchoté. La mâchoire de Richard s'est crispée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser. Richard n'avait jamais été doué pour contrôler sa colère, surtout après quelques verres. Ton père? Il a ri, un son dur et laid. Marcus Holloway n'est pas ton père. C'est un escroc qui se sert de toi pour m'atteindre. Les gens autour de nous avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Un cercle se formait, attiré par la promesse du drame. Richard. Karen est apparue à son coude, le visage crispé d'alarme. Pas ici, s'il te plaît. Il l'a repoussé. Non. Tout le monde doit savoir ce qui se passe ici. Il m'a pointé du doigt, son doigt tremblant de rage. Cette fille n'est pas ma fille. Elle est le produit de la liaison de ma défunte femme. Une bâtarde que j'ai été forcé d'élever pendant 18 ans. Des hoquets, des murmures. J'ai vu au moins 3 téléphones se lever, les caméras pointées dans notre direction. Je lui ai donné un toit, a continué Richard, sa voix montant. Je l'ai nourrie. Je l'ai vêtue. Et c'est comme ça qu'elle me remercie? En se présentant ici avec lui? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Richard faisait tout le travail lui-même. C'est une menteuse et une manipulatrice, tout comme sa mère. Linda m'a trompé pendant des années. Et maintenant, sa fille essaie de faire la même chose. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. La salle de bal était devenue silencieuse. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'ai senti la main de Marcus sur mon épaule. Stable, rassurante. Tu as fini, ai-je demandé à Richard. Son visage était rouge maintenant, des veines visibles à ses tempes. Je ne fais que commencer. Tu crois que tu peux me ruiner? Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, pour ce qui pourrait être la dernière fois. Je n'ai pas besoin de te ruiner, Richard. Tu le fais très bien toi-même. Du coin de l'œil, j'ai vu Marcus se diriger vers la scène. C'était l'heure. La maîtresse de cérémonie, une femme aux cheveux argentés dans une robe à paillettes noires, a tapoté le microphone. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Il est temps de commencer notre programme. Veuillez accueillir notre sponsor principal et conférencier d'honneur, Monsieur Marcus Holloway. Des applaudissements ont rempli la salle de bal. Marcus a monté les marches de la scène avec l'aisance d'un homme qui s'est adressé à des milliers de publics. Il a serré la main de la maîtresse de cérémonie, ajusté le microphone et a souri à la foule. Merci à tous d'être ici ce soir, a-t-il commencé. Le gala de charité de la Chambre de commerce de Denver a recueilli plus de 11 millions d'euros pour les programmes d'alphabétisation des enfants au cours des 15 dernières années. C'est quelque chose dont nous devrions tous être fiers. Encore des applaudissements. Richard s'était retiré à sa table, le visage toujours rouge, Karen lui murmurant à l'oreille avec urgence. Ce soir, je veux parler de quelque chose de personnel, a continué Marcus. De la famille, des choix que nous faisons et des conséquences qui en découlent, une vague de curiosité a traversé la foule. Ce n'était pas le discours typique d'un sponsor. Il y a 20 ans, j'ai fait un choix que j'ai regretté depuis. J'ai quitté quelqu'un que j'aimais parce que je pensais avoir de meilleures options. Je ne savais pas alors qu'elle portait mon enfant. Les chuchotements se sont intensifiés. J'ai vu des têtes se tourner, cherchant un contexte. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre d'une jeune femme remarquable. Elle avait passé 2 ans à faire des recherches sur sa propre histoire, à rassembler des preuves, à monter un dossier. Elle l'a fait non pas par vengeance, mais pour la vérité, pour le droit de savoir d'où elle venait. Marcus m'a regardé directement. Cette jeune femme est ici ce soir, et j'aimerais vous la présenter. Non pas comme un secret, non pas comme un scandale, mais comme ma fille. Il a tendu la main vers moi. Athéna, veux-tu me rejoindre sur scène? Le trajet jusqu'à la scène m'a semblé durer 1 heure. 400 visages m'ont regardé traverser la salle de bal. 400 perdus ont suivi chacun de mes pas. J'ai entendu des chuchotements. La fille de Holloway. Qui est-elle? Il a dit 18 ans. J'ai monté les escaliers et j'ai pris la main de Marcus.
Il m'a doucement tiré à ses côtés, face à la foule. Voici Athéna Anderson, a-t-il dit dans le microphone. Ou comme j'espère qu'elle me permettra de l'appeler un jour, Athéna Holloway. Ma fille. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont augmenté. Tout le monde n'applaudissait pas. Certains étaient trop stupéfaits, d'autres trop occupés à digérer l'information, mais suffisamment l'ont fait pour que le son remplisse la pièce. Athéna a passé 18 ans dans un foyer qui ne voulait pas d'elle, a continué Marcus. On lui a dit qu'elle était une erreur. On lui a refusé le soutien de base pendant que son demi-frère recevait tout. Elle a payé sa propre inscription au SAT en travaillant dans un café parce que l'homme qui était censé être son tuteur a refusé de lui donner 185 €. J'ai vu la table de Richard. Son visage était cendré. Karen avait la main sur la bouche. Les autres invités à leur table s'éloignaient comme si le déshonneur de Richard pouvait être contagieux. Malgré tout cela, a dit Marcus, Athéna a obtenu son diplôme avec une moyenne de 3,9. Elle a obtenu un score dans le 96e percentile ACSAT. Elle a obtenu une bourse partielle pour l'Université du Colorado à Boulder. Elle a fait tout cela seule, sans aide, sans soutien, sans personne pour lui dire qu'elle en valait la peine. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants. J'ai manqué 18 ans de ta vie, Athéna. Je ne peux pas les récupérer. Mais je peux te promettre ceci, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais seule. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée. Alors j'ai juste hoché la tête et serré sa main. Les applaudissements étaient assourdissants. Marcus a fait un geste vers le côté de la scène où une femme en tailleur gris attendait. Pour ceux qui pourraient remettre en question la validité de ce que j'ai partagé, permettez-moi de vous présenter Eleanor Vance, associée principale chez Vance & Associates. Madame Vance a été la dépositaire des documents qui prouvent la filiation d'Athéna. Eleanor s'est avancée, sa présence commandant un respect immédiat. Elle avait la fin de la quarantaine, des traits vifs et le comportement posé de quelqu'un qui a passé des décennies dans les salles d'audience. « Bonsoir », a-t-elle dit dans le microphone. J'ai en ma possession les documents suivants. Premièrement, une lettre notariée écrite par Linda Anderson Mercer le 15 août 2019, attestant de la paternité biologique de Marcus Holloway envers sa fille, Athéna. Deuxièmement, des résultats de tests ADN des laboratoires GenTrust datés du 8 novembre 2023, confirmant une probabilité de 99,97% de correspondance paternelle entre M. Holloway et Mademoiselle Anderson. Elle a brandi un dossier, le même que Marcus avait montré à Richard une semaine plus tôt. Ces documents ont été authentifiés et sont disponibles pour un examen juridique. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Athéna Anderson est la fille biologique de Marcus Holloway. La salle bourdonnait de réactions. J'ai vu un journaliste du Denver Business Journal griffonner furieusement dans un carnet. Les téléphones étaient sortis partout, enregistrant, textant, postant. La table de Richard était devenue une île de silence. Les autres invités avaient physiquement déplacé leurs chaises loin de lui. Personne ne voulait être associé à ce qui se déroulait. Une dernière chose, a ajouté Eleanor. Je suis également en possession de registres financiers indiquant que Richard Mercer, en tant que fiduciaire de l'héritage d'Athéna de sa défunte mère, a retiré 43 000 € de son fonds en fiducie sur une période de 5 ans. Des poursuites judiciaires pour recouvrer ces fonds commenceront lundi matin. Richard s'est levé brusquement, renversant son verre de champagne. Il n'a pas dit un mot. Il est juste sorti. Il n'est pas allé loin. Richard a fait environ 10 pas vers la sortie avant que quelqu'un ne crie « Tu t'enfuis, Mercer ?» Il s'est arrêté, s'est retourné. Son visage était un masque de fureur à peine contenu. « C'est un coup monté », a-t-il crié, la voix brisée. Marcus essaie de me détruire depuis 20 ans. Il se sert de cette fille pour finir le travail. La foule s'est agitée, mal à l'aise. Quelques personnes ont regardé Marcus, puis moi, puis de nouveau Richard. Le test ADN est faux, a continué Richard, retournant vers la scène. Les documents sont des faux. Tout ceci n'est qu'un mensonge conçu pour m'humilier. Marcus n'a pas bronché. Les laboratoires GenTrust sont l'un des établissements les plus respectés du pays. Leurs résultats ont été utilisés dans des milliers de procédures judiciaires.
Suggères-tu qu'ils font partie de ma conspiration? Je suggère que tu les as payés. Et la lettre de Linda, ta propre femme, est-ce un faux aussi? La bouche de Richard s'est ouverte, puis s'est refermée. Il n'avait pas de réponse. Tu as traité ma fille de bâtarde devant 50 témoins, a dit Marcus, sa voix baissant pour devenir froide et dangereuse. Tu as admis publiquement que tu savais qu'elle n'était pas ta fille biologique et que tu lui en voulais pour ça. Tu as fait ça avant que je ne dise un seul mot. Des murmures d'approbation ont parcouru la foule. Tout ce qui t'arrive ce soir, Richard, tu l'as provoqué toi-même. Quelqu'un dans la foule a crié, et l'argent du fonds en fiducie. Le visage de Richard est devenu blême. C'est une affaire privée. 43 000 €, a lancé une autre voix. De l'héritage d'un enfant? C'est du vol. La foule se retournait. Je pouvais le sentir. Le jugement collectif qui changeait, la marée sociale qui s'éloignait de Richard et se dirigeait vers nous. Karen est apparue à ses côtés, lui tirant le bras. Richard, nous devons partir. Maintenant. Cette fois, il n'a pas discuté. Ils se sont enfuis par la porte de service, laissant leur table vide. Le lundi après le gala, Eleanor Vance a intenté une action en justice devant le tribunal du comté de Denver. Numéro de dossier 2024 CV 0892. Demanderesse, Athena Anderson. Défendeur, Richard Mercer. La plainte était simple, manquement à l'obligation fiduciaire, détournement de fonds en fiducie et défaut de gestion appropriée des actifs détenus pour un bénéficiaire mineur. Nous demandions le recouvrement intégral des 43 000 € que Richard avait retirés, plus des intérêts à 8% par an, plus les frais d'avocat. Les preuves sont accablantes, m'a dit Eleanor lors de notre réunion cet après-midi-là. Son bureau était au 17e étage d'un gratte-ciel du centre-ville avec vue sur les montagnes à l'ouest. Relevé bancaire, registre de retrait, autorisation signée, tout au nom de Richard. Et nous avons ton témoignage sur ce que tu as réellement reçu, rien. Que se passe-t-il maintenant? Richard a 30 jours pour répondre. Il peut régler à l'amiable ou il peut se battre. Mais se battre signifie une phase de découverte, et cela signifie que nous aurons accès à tous ses dossiers financiers. Elle a souri légèrement. Je ne pense pas qu'il veuille ça. J'ai pensé à l'email que Marcus m'avait montré, celui où Richard demandait à son avocat comment me déshériter. Si cet email existait, que cachait-il d'autre dans ces dossiers? Il y a autre chose, a continué Eleanor. La situation avec l'université a été résolue. J'ai parlé avec le bureau des admissions ce matin. Ils ont examiné les préoccupations soulevées par Richard et les ont jugées sans fondement. Ton inscription est confirmée. Le soulagement m'a envahi. Merci. Ne me remercie pas, remercie-toi. Tu as bâti un dossier impeccable malgré tout ce qui jouait contre toi. Les accusations de Richard n'ont fait que le faire paraître mesquin et vindicatif. J'ai quitté le bureau d'Eleanor en me sentant plus légère que jamais. Le processus juridique prendrait du temps, des mois probablement, mais l'issue n'était plus incertaine. Richard avait passé 18 ans à me faire sentir impuissante. C'était fini maintenant. L'avocat de Richard a appelé Eleanor le 10 avril, 3 semaines après le dépôt de la plainte. Ils veulent un accord, m'a dit Eleanor au téléphone. Remboursement intégral des 43 000 €, plus 7 800 € d'intérêts courus, plus nos frais juridiques de 11 000 €. Ils acceptent également de transférer immédiatement le solde restant du fonds en fiducie de ta mère. J'ai fait le calcul mentalement. C'est plus de 180 000 € au total. 184 500 € pour être précise. Et ils ne contestent rien. Pas de découverte, pas de déposition, pas de procès. Pourquoi? Parce que Richard ne peut pas se permettre l'examen minutieux. Le gala a été un désastre pour lui, professionnellement et personnellement. Ses partenaires chez Mercer Holloway prennent leur distance depuis. Une bataille juridique prolongée ne ferait qu'empirer les choses. L'accord a été signé le 15 avril, exactement un mois après mon 18e anniversaire. Je n'ai pas assisté à la signature. Je n'avais pas besoin de voir le visage de Richard pendant qu'il signait le chèque. Je n'avais pas besoin de ses excuses, que, selon Eleanor, il n'a de toute façon pas présentées.
Ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Et c'est ce que j'ai eu. L'argent a été déposé sur mon compte 3 jours plus tard. J'ai longtemps fixé le solde sur l'écran de mon téléphone. 184 500 €. Ce n'était pas vraiment une question d'argent. C'était une question d'être vu, d'être reconnu, de m'entendre dire enfin que ce qui m'était arrivé était mal. Richard avait passé 18 ans à me traiter comme si je n'avais aucune valeur. Maintenant, il avait payé littéralement pour cette erreur. Marcus m'a emmené dîner le soir où l'argent de l'accord est arrivé. Un restaurant italien tranquille, le genre d'endroit avec des nappes blanches et des bougies vacillantes dans des bouteilles de vin. « Je veux payer pour tes études », a-t-il dit après que nous ayons commandé. Tout. Frais de scolarité, logement, livres, tout. J'ai posé mon verre d'eau. J'apprécie, mais non. Il a semblé surpris. Pourquoi pas? Parce que j'ai passé 18 ans à prouver que je n'ai besoin de personne. Je ne vais pas commencer à dépendre de quelqu'un maintenant. Même de toi. Athéna, je suis ton père. Ce n'est pas de la dépendance. C'est la famille. Je sais. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai touché la sienne. Et je suis reconnaissante que tu sois dans ma vie. Mais j'ai besoin de faire ça moi-même. L'argent du fonds en fiducie, ma bourse, c'est assez. Plus qu'assez. Marcus est resté silencieux un moment. Je pouvais le voir se débattre avec ça. L'instinct de subvenir aux besoins luttant contre la reconnaissance de mon besoin d'autonomie. Ta mère t'a bien élevé, a-t-il finalement dit. Elle l'a fait. D'accord. Il a serré ma main. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je suis là. Sans condition. Je sais. Nous avons fini de dîner en parlant d'autre chose. Ses affaires, mes projets pour l'université, l'appartement que je regardais près du campus. Une conversation normale père-fille, ou du moins ce que j'imaginais qu'une conversation normale père-fille pourrait être. Je n'avais pas besoin de l'argent de Marcus pour prouver ma valeur. Je l'avais déjà prouvé chaque jour pendant 18 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont vécu quelque chose de similaire. Être négligé, sous-estimé, se sentir sans importance par les personnes qui étaient censées vous aimer. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire ci-dessous et partagez cette vidéo. Parfois, savoir qu'on n'est pas seul est la chose la plus importante. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la fin. Nous y sommes presque. Les retombées pour Richard ont été rapides et brutales. Cela a commencé le soir du gala, lorsque la Chambre de commerce a discrètement retiré sa nomination de « promoteur de l'année ». Pas d'annonce, pas d'explication, juste un bref email aux participants le lendemain matin indiquant qu'en raison de circonstances imprévues, le prix ne serait pas remis cette année. Mais ce n'était que le début. Le 10 avril, le même jour où l'avocat de Richard a appelé pour négocier l'accord, le Sterling Investment Group s'est retiré d'un projet de développement conjoint en cours depuis 18 mois. L'affaire valait 11 millions d'euros. Selon l'email que Richard a reçu, qui a mystérieusement trouvé son chemin jusqu'au Denver Business Journal, le PDG de Sterling a écrit « Nous ne pouvons associer notre marque à des individus dont la conduite personnelle soulève des questions sur leur jugement éthique. » L'article a été publié le 5 avril sous le titre « Un scandale familial jette une ombre sur un ancien cadre de Mercer Holloway ». Ancien. Car à ce moment-là, Richard était déjà parti. Le conseil d'administration de Mercer Holloway Property a tenu une réunion d'urgence le 1er mai. Je n'y étais pas, évidemment, mais Marcus avait des sources au sein de l'entreprise. Le vote a été unanime. Richard démissionnerait avec effet immédiat, avec une modeste indemnité de départ et un accord de non-divulgation strict. Le communiqué de presse officiel a cité des « raisons personnelles » et un « désir de passer plus de temps avec sa famille ». Personne n'y a cru. En 2 mois, Richard Mercer avait perdu son prix, sa plus grosse affaire et sa carrière. La maison de Highlands Ranch a été mise en vente en juin. Karen a apparemment décidé qu'il était insupportable de rester dans un quartier où tout le monde connaissait leurs affaires. Je n'ai ressenti aucune joie face à la chute de Richard. Je n'ai ressenti ni vengeance, ni triomphe. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus calme, comme la paix.
Pendant 18 ans, Richard avait eu du pouvoir sur moi. Il avait contrôlé où je vivais, ce que je mangeais, si je me sentais la bienvenue dans ma propre maison. Il m'avait fait me sentir petite, sans valeur et invisible. Maintenant, le monde pouvait voir qui il était vraiment. Et j'étais enfin libre. Karen et Tyler ont été des dommages collatéraux de l'implosion de Richard. Je ne l'avais pas prévu ainsi, mais je ne pouvais pas prétendre ne pas l'avoir anticipé. Karen a disparu des réseaux sociaux dans la semaine qui a suivi le gala. Son Instagram, où elle avait posté des photos soigneusement choisies de sa famille parfaite, est devenu privé, puis a complètement disparu. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait cessé de participer à son club de lecture, à ses leçons de tennis, à ses réunions de comité de charité. Je n'ai pas eu pitié d'elle. Elle avait vu Richard me traiter comme une moins que rien pendant 6 ans et n'avait jamais dit un mot. Son silence la rendait complice. Tyler était différent. Il avait 14 ans, assez grand pour comprendre ce qui s'était passé, assez jeune pour que je ne puisse pas le tenir entièrement responsable. Il avait grandi en croyant le récit que Richard lui avait servi, que j'étais l'étrangère, le problème, la raison pour laquelle leur famille n'était pas parfaite. 3 mois après le gala, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Athéna, c'est Tyler. J'ai eu ton numéro sur le téléphone de maman. Je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais je voulais te dire que je suis désolée. Je ne savais pas à quel point c'était dur pour toi. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai longuement regardé le message. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, lui dire que tout allait bien, reconstruire une sorte de relation. Mais une autre partie, celle qui avait passé 18 ans à être invisible, avait besoin de plus de temps. J'ai répondu, merci de m'avoir contacté. Je ne suis pas encore prête à parler, mais j'apprécie que tu aies dit ça. Il a répondu, je comprends. Quand tu seras prête. Si jamais tu es prête. J'ai enregistré son numéro, mais je ne l'ai pas ajouté à mes contacts. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En août, j'ai déménagé à Boulder. Mon appartement était petit, un 2 pièces dans un complexe près du campus avec vue sur les Flatiron depuis la fenêtre de la cuisine. Je l'ai meublé avec des trouvailles de friperie et de Facebook Marketplace, un canapé bleu, un bureau en bois, un sommier qui grinçait quand je me retournais la nuit. C'était parfait. L'argent du fonds en fiducie dormait sur un compte d'épargne, gagnant de modestes intérêts. Je l'ai utilisé pour les frais de scolarité et le loyer, en faisant attention à mon budget pour qu'il dure les 4 années. Ma bourse couvrait le reste. Je n'ai pas touché un centime de l'argent de Marcus. Je n'en avais pas besoin. Les cours ont commencé la dernière semaine d'août. Je me suis inscrite en gestion d'entreprise, avec une mineure en communication. Mes professeurs étaient exigeants, ma charge de cours lourde, mais je me suis épanouie comme jamais au lycée. Pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de gens qui ne connaissaient pas mon histoire, qui ne me jugeaient que sur ce que je leur montrais. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une petite agence immobilière du centre-ville. Pas l'entreprise de Marcus, rien à voir avec Richard, juste une agence locale qui avait besoin de quelqu'un pour répondre au téléphone et classer des dossiers. Le salaire était modeste, mais l'expérience était inestimable. Marcus venait me voir une fois par mois, toujours un dimanche. Nous prenions un brunch dans un café de Pearl Street, parlant des cours, du travail et du lent processus d'apprentissage mutuel. Il n'a jamais insisté. Il n'a jamais essayé d'acheter mon affection. Il s'est juste montré, régulièrement, comme un père devrait le faire. En octobre, je m'étais fait des amis. En novembre, j'ai commencé à sortir avec un gars de mon cours d'économie, Jake, un natif du Colorado avec un rire facile et aucune connaissance de mon passé compliqué. Je ne lui ai pas parlé de Richard, du gala ou du procès. Pas encore. Cette histoire appartenait à mon passé, et je construisais quelque chose de nouveau. Pour la première fois en 18 ans, je me réveillais chaque matin sans angoisse. Je me réveillais avec espoir. 6 mois après le gala, Richard m'a envoyé un email. J'ai failli le supprimer sans le lire. Son nom dans ma boîte de réception ressemblait à une violation, un rappel de tout ce que j'avais travaillé à laisser derrière moi. Mais la curiosité l'a emporté. Athéna,
Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, mais j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé, et je réalise que je te dois une explication, peut-être même des excuses. J'aimerais qu'on en parle, si tu es d'accord. Richard. Pas de « cher ». Pas de « sincèrement ». Aucune reconnaissance du mal spécifique qu'il avait causé. Juste un vague geste de réconciliation, comme si 18 ans de cruauté pouvaient être effacés par un simple email. Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai appelé Eleanor Vance. Je veux lui envoyer un message par l'intermédiaire de votre cabinet, ai-je dit. Quelque chose d'officiel, de final. Elle a compris immédiatement. La lettre a été envoyée 3 jours plus tard, sur papier à en-tête de Vance & Associates. Monsieur Mercer, Mademoiselle Anderson a bien reçu votre communication datée du 22 septembre. Elle m'a demandé de vous transmettre la réponse suivante: vous avez eu 18 ans pour me traiter avec une décence humaine de base. Vous avez choisi de ne pas le faire. Vous connaissiez la vérité sur ma filiation et l'avez utilisée comme justification pour la négligence et la violence psychologique. Vous avez volé mon héritage. Vous avez tenté de saboter mes études et mon avenir. Vos explications et vos excuses ne m'intéressent pas. Je ne souhaite plus avoir de contact avec vous. Ce n'est pas une vengeance. C'est une limite. Veuillez ne plus tenter de me joindre. Athena Anderson. Richard n'a jamais répondu. Je ne sais pas s'il était en colère, blessé ou soulagé. Je m'en fichais. Certaines personnes méritent une seconde chance. Richard n'en faisait pas partie. Pardonner ne signifie pas laisser quelqu'un revenir dans votre vie pour vous faire du mal à nouveau. Parfois, pardonner signifie simplement lâcher prise et s'en aller. Construire une relation avec Marcus, c'était comme apprendre une nouvelle langue. Nous avions les bases, un ADN commun, des traits communs, un désir commun de nous connecter. Mais la fluidité prendrait des années. Nos brunchs mensuels sont devenus un rituel. Il descendait de Denver le dimanche matin, arrivant toujours à 10 heures précises. Nous commandions les mêmes choses, un toast à l'avocat pour moi, des œufs bénédicts pour lui, et nous parlions de tout et de rien. Certains jours étaient faciles. Nous discutions de sa dernière affaire ou de mes prochains examens, riant de mauvaises blagues et découvrant des intérêts communs. Il aimait le jazz, moi aussi. Il détestait la coriandre, moi aussi. De petites choses, mais elles s'additionnaient. D'autres jours étaient plus difficiles. Il y avait des silences qui s'étiraient trop longtemps. Des questions qui n'avaient pas de bonne réponse. Comment résumer 18 ans d'absence? Comment faire le deuil d'une relation qui n'a jamais existé? Je n'essaie pas de remplacer le temps que nous avons perdu, m'a dit Marcus une fois, en remuant son café. Je sais que c'est impossible. Je veux juste être là pour tout ce qui vient après. C'est assez, ai-je dit. Et je le pensais. Le jour de mes 19 ans, Marcus est venu à Boulder avec un petit gâteau et une carte. Pas de cadeaux extravagants, pas de grands gestes, juste nous deux dans mon petit appartement, mangeant un gâteau au chocolat et regardant le coucher de soleil peindre les flatirons en rose et en or. Joyeux anniversaire, Athéna, a-t-il dit. Merci, papa. C'était la première fois que je l'appelais ainsi. Ses yeux ont brillé, mais il n'en a pas fait toute une histoire. Moi non plus. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Avec le recul, je me demande parfois ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé cette lettre. Si je n'avais jamais contacté Marcus. Si j'avais simplement accepté les 50 € de Richard et disparu dans le monde, une autre enfant oubliée d'un foyer brisé. Mais j'ai trouvé la lettre. Je l'ai contacté. Et tout a changé. Voici ce que j'ai appris de 18 années d'invisibilité. Premièrement, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Richard me voyait comme une erreur, un fardeau, un rappel de la trahison de sa femme. Mais sa perception n'a jamais été ma réalité. J'ai toujours été plus que ce qu'il voyait. Deuxièmement, les limites ne sont pas égoïstes. Elles sont essentielles. Écarter Richard de ma vie n'était pas une vengeance. C'était de l'autopréservation. Je ne dois à personne l'accès à ma paix. Troisièmement, la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui se présentent pour vous, qui vous choisissent,
qui vous aime sans condition. Marcus et moi partageons un ADN, mais ce qui fait de lui mon père, c'est l'effort qu'il fait chaque jour. Je suis en 2e année maintenant, j'étudie la gestion et je rêve de créer ma propre entreprise immobilière un jour. Non pas pour rivaliser avec Richard ou Marcus, juste pour me prouver que je peux construire quelque chose à partir de rien. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes déjà senti négligé, sous-estimé ou invisible, je vous vois. Votre histoire n'est pas terminée. Les personnes qui vous ont rejeté n'ont pas le droit d'écrire votre fin. Vous, si. Merci d'être resté jusqu'à la fin de mon histoire. Maintenant, je veux vous demander, si vous étiez à ma place, auriez-vous répondu à l'email de Richard? Commentez, oui, si vous lui auriez donné une chance, ou, non, si vous êtes d'accord avec ma décision. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.